Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre magazine de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Pourquoi le djihadisme aujourd'hui exerce-t-il un tel pouvoir de séduction sur certains jeunes? Comment les aider à sortir de la radicalisation? Pierre Sconbrout a suivi le travail de la sociologue Isabelle Sauret, mais aussi vidéaste, qui a créé des capsules qui viennent en aide aux familles. Elle s'appelle Rien à faire, rien à perdre. C'est un reportage d'utilité publique. Que va faire là-bas un jeune de 18 ans? Tu ne vas pas arriver à changer les choses. J'ai des copains qui sont en Syrie et ils m'ont dit que ce n'est pas la même chose que ce que l'on voit dans les vidéos de l'État islamique et les autres. Pourquoi je les connais? Ils étaient avec moi à l'école. Ils étaient avec moi dans la même vie. Et moi, ces personnes, je ne vais pas dire que c'est un terroriste ou un radical. Je dis c'est une problématique. Dans votre parcours personnel, qu'est-ce que ça vous apporte de participer à ce genre d'initiative? Ça m'apporte que je défends une bonne cause, je défends mes valeurs. Ça m'apporte un espoir que tout ça va s'arrêter un jour. Et ça m'apporte une sérénité. Maintenant que je sais, au moins j'agis. Mais ces capsules, le message va de soi. Le message, il porte très bien le vécu. Donc forcément, quand la personne va visionner cette capsule, elle va sûr et certain retenir au moins une petite chose de cette vision. Donc c'est ça le travail de la prévention. Ça passe par les capsules également. En 2015, quand les Russes ont bombardé en Syrie, j'ai vu une vidéo. C'était live. C'est vraiment une confrontation à la réalité, à la vérité. J'ai beaucoup pleuré. Ça touche beaucoup mon cœur, même maintenant. Je ne pouvais plus être ici pour travailler à l'école, alors que là-bas, chaque jour, il y a des morts. Le plus difficile, je me suis dit, est que je vais laisser ma mère. Mais ici, elle est encore libre et en sécurité, et là où je vais être, je vais aider des mères qui ne sont pas en sécurité. En 15 jours, ça a été vite, j'étais à l'aéroport. Les autorités de Charleroi ne m'ont pas laissé passer parce que j'étais dans une liste de jeunes pour partir en Syrie. À l'IPPJ, j'ai pensé pour une deuxième fois à y aller. J'étais encore plus radicalisé. Pourquoi? J'étais frustré. J'étais encore plus isolé. L'idée du support, c'était justement de permettre à un maximum d'accompagnants de jeunes, éducateurs, psychologues, enseignants, de pouvoir utiliser ces supports sans craindre la thématique. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont là toujours pour donner une sécurité et un cadre au groupe, et que quand l'accompagnant se sent en difficulté parce que le groupe commence à polémiquer, entrer dans des discours, voire avoir des ressentiments vis-à-vis d'autres jeunes, de se dire ça, on est dans un débat ici, mais nous on s'intéresse aujourd'hui au récit de Mansour, au récit de Tia. Que leur est-il arrivé? Que disent-ils de leur situation? Donc on quitte finalement le travail qui pourrait être individuel pour rentrer dans un vrai travail réflexif et groupal, au départ d'un récit singulier. Le but, c'est toujours d'amorcer la discussion par après au sein des classes sur des choses qui les intéressent vraiment. Donc comme on a vu avec Mansour, il y a différentes thématiques qui sont abordées. Généralement, la thématique qui les intéresse le plus, c'est celle qui parle de l'identité, la construction identitaire. Et donc, c'est vrai qu'en 2 fois 50 minutes, on n'a pas vraiment l'occasion de parler de tout et d'approfondir ce qu'ils ont envie d'approfondir, mais c'est une amorce pour pouvoir
à la fin en discuter en classe. Donc c'est vraiment libérer la parole des jeunes par rapport à un récit, par rapport à quelqu'un d'autre, et de se sentir à l'aise, de pouvoir parler de tout, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les écoles. On ne doit pas être un spécialiste des textes sacrés, on ne doit pas être un spécialiste du conflit au Proche-Orient, qu'il soit israélo-palestinien ou en Syrie ou en Irak, vu que l'idée est de toujours revenir à ce que le jeune en a dit, on travaille sur l'énoncé. Donc à partir du moment où on se sent à l'aise avec la subjectivité des jeunes, avec des questions existentielles qui sont plus proches de quel sens donner à ma vie, est-ce que la mort est un sens à lui donner, etc. Je pense que alors n'importe quel adulte responsable peut utiliser ce support. Le 14 décembre, c'est un jour qui a remplacé ma date de naissance. Je suis née le 12 décembre. Donc le 14 décembre, je reçois un coup de fil. Oui, votre fils a été arrêté à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il fait à l'aéroport? Il s'apprêtait à aller en Syrie. Et là, c'est le ciel qui me tombe sur la tête, je ne comprends plus rien. Après, je suis effondrée dans le canapé et j'attends les nouvelles. Le 15, quand le premier jour du passage devant le tribunal, quand les policiers l'ont pris pour repartir, il s'est retourné comme ça et m'a dit « Maman, pardon ». Et moi, je lui ai dit « Je ne te pardonnerai jamais ce que tu viens de faire, jamais ». Et après 2 heures, je me retrouve à la maison et je m'en veux. Pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi je ne vais pas le voir maintenant pendant 1 semaine? Et pourquoi je lui ai dit ça, etc. Donc là, ouais. Là, tu lui en veux, oui. Mais après, c'est passé, quoi. Ouais. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on apporte quelque chose de formidablement nouveau. Par contre, ce qui a été intéressant dans la démarche d'Isabelle, c'est quand elle a rencontré les mères de djihadistes. Les mères de djihadistes lui ont parlé de la honte et de la culpabilité dans laquelle elles étaient. Et en fait, moi, une des dimensions que j'ai beaucoup explorées, c'est la question de la honte en lien avec les violences humiliantes. Parce que la honte, c'est un sentiment qui est 100% psychique, intime, intérieur, mais aussi 100% social et qui dépend de... Sartre dit « la honte naît sous le regard d'autrui ». Donc ça naît toujours dans un rapport social. Et donc, ce qui nous a... Si elles nous ont demandé de travailler avec elles, c'est parce qu'elles étaient dévastées en fait, par le départ de cet enfant, avec, je dirais, une double peine, c'est-à-dire à la fois du fait qu'elles n'avaient rien vu venir, et elles se sentaient extrêmement coupables de ça, du fait qu'elles ne pouvaient pas être en accord avec les choix de cet enfant qui est le leur, mais que cet enfant, c'est quand même la chair de leur chair, et ça reste leur enfant, quoi qu'il fasse. Et elles étaient donc complètement déchirées entre le fait d'être la mère d'eux et le fait d'être en même temps en désaccord avec cet enfant dont elles disent qu'il est devenu un monstre et qu'elles ne peuvent pas se reconnaître. Moi, je dirais qu'on n'a pas assez travaillé la transmission avec nos enfants. Nous ne l'avons pas eu de nos parents. Et du coup, on s'est retrouvés donc, face à cette difficulté de transmettre nous-mêmes à nos enfants. Donc l'amour gestuel, transmettre nos valeurs, leur parler de nos histoires, nos origines, leur partager notre enfance, leur transmettre aussi nos rêves et nos valeurs. Donc je pense que ça, on a encore du mal à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, avec nos enfants à ce niveau-là. Et c'est un travail qu'on doit faire chaque jour. Pour comprendre encore mieux le travail d'Isabelle Serret, eh bien, un livre vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Mon enfant se radicalise. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.